J'ai souvent parlé de comment, des fois, il fallait inverser les choses dans notre esprit pour être capable de comprendre le monde. Puis, un de mes exemples préférés, c'est l'immigration, notamment parce que c'est très polémique en ce moment et parce que aussi j'ai travaillé dans le domaine. Si je te dis, mettons, je sais pas moi, il y a un grave problème de malaria au Nigeria. Est-ce que la solution, c'est de prendre le plus de monde possible au Nigeria, les accepter comme réfugiés pour les sauver de la grave problématique qu'il y a là-bas, ou, et c'est une évidence pour moi, d'aller aider le problème de la malaria là-bas? Je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec moi, puisque c'est assez simple mon exemple ici. Ben, en fait, ça s'applique sur à peu près tout. Le problème de la Syrie, c'est la même affaire. Pourquoi qu'on aide tous ces réfugiés-là? C'est parce qu'il y a un dictateur là-bas, sanguinaire, qui fait de la guerre, machin, machin. Donc, la solution, ultimement, c'est de régler la problématique qui crée la guerre, machin, machin, et non pas d'accepter tous les réfugiés possibles. Accepter les réfugiés fait partie de la problématique et de la solution, certes, mais ça ne devrait pas être la stratégie principale. La stratégie principale devrait être de régler le problème à la source. Donc, c'est un bel exemple de comment il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui devraient peut-être inverser comment ils voient les problématiques du monde et plutôt que toujours dire, je sais pas moi, il faut injecter plus d'argent en santé, peut-être qu'en fait, c'est en éducation qu'il faut plus en injecter. Parce que si les gens sont mieux éduqués, ils tombent moins malades parce qu'ils savent mieux faire les meilleurs choix. Regarde aux États-Unis, là-bas, il y a une épidémie d'obésité. Mais l'obésité vient notamment d'une incompréhension du rapport au sucre, etc., qui n'est pas nécessairement évident pour quelqu'un qui survit jour après jour pour sa paye, etc., et donc fait juste acheter l'affaire la plus cheap sur le marché en se bourrant de sucre dans ses burgers puis ou n'importe quoi. En mangeant donc principalement du sucre, en développant donc un diabète, etc. Donc tout le problème du système de santé lui-même est un grave problème aux États-Unis, de dire qu'ils ont un système aussi injuste par rapport aux préconditions, puis etc. Mais dans le fond, l'inégalité économique vient d'une ignorance, du fait qu'ils vont voter qu'ils vont voter contre eux-mêmes, et d'une ignorance qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de faire les bons choix. Donc, peut-être, au lieu de manger autant de sucre, avec le même argent dans le même système économique inégal, tu peux déjà commencer par faire des meilleurs choix qui font que tu consommes moins de calories, mais que tu sors du cercle vicieux de la dépendance. On le voit, bref, à peu près sur tous les problèmes du monde, qu'il y a moyen de changer notre point de vue. C'est un peu ça que ça veut dire, le relativisme. Hein? Ça veut dire que l'idée d'une objectivité par rapport à une problématique est illusoire. Parce que tu penses que tu comprends, parce que tu penses que tu as compris le centre du monde, mais en fait, si tu changes ton point de vue, tu le vois différemment, puis tu réalises qu'il y a d'autres problématiques en jeu. À mon sens, il y a des piliers fondamentaux. Donc, je veux pas nier le pilier fondamental de la santé. J'ajouterais celui du transport. Tu sais, je pense qu'une des grandes gratuités, à mon avis, devrait être le transport en commun. Il devrait avoir des grandes gratuités aussi au niveau d'un investissement massif par rapport à tout ce qui est environnemental. Tu sais, je prends l'exemple de à chaque fois qu'il y a quelque chose comme un bac de recyclage qui dit dans une ville puis l'autre que si puis ça c'est pas permis. Mais en fait, tout devrait l'être. C'est juste une question de coût lié au tri puis coût lié au recyclage. Le meilleur exemple, c'est le styrofoam. On dit toujours que le styrofoam n'est pas recyclable, mais en fait, il l'est. C'est juste que ça coûte cher. Donc, est-ce que le styrofoam est une externalité, machin, machin? Mais tout ça pour dire qu'il y a des piliers, mais on peut quand même faire une hiérarchie dans les piliers. Et le plus fondamental, c'est celui de l'éducation. Je pense que le monde dans lequel on vit a besoin d'être éduqué plus qu'autre chose. La démocratie ne peut fonctionner que comme ça, et on s'en va inévitablement vers une démocratie. Peu importe le système politique que tu regardes, les gens descendent de plus en plus dans les rues. Et donc, la voix du peuple se fait de plus en plus entendre. Et qu'est-ce que le peuple veut? C'est des choses de base. Mais pour que le peuple puisse articuler ses volontés et qu'il ne soit pas constamment en contradiction puis en train de s'auto-saboter, il doit être éduqué. Donc, à la base,
l'État devrait d'aucune façon se soucier de s'endetter pour l'éducation parce que c'est la meilleure façon de régler ses dettes pour le futur. Il n'y a rien de plus rentable que d'investir dans l'éducation. Puis on le voit en temps de pandémie en ce moment à quel point les infirmières sont probablement celles qui ont le pire traitement en ce moment réservé par le gouvernement, mais à quel point fondamentalement, il y a un problème avec l'éducation, puis comment que c'est déjà un secteur où tout le monde abandonne, puis tout, puis tout, puis tout. Puis on est parmi les provinces qui payons le moins bien nos professeurs, mais tu regardes plus fondamentalement la problématique, puis tu te dis, pourquoi que le gouvernement est capable de donner tant d'argent à Bombardier? C'est parce qu'il voit une rentabilité. Il voit des retombées économiques, mais il n'est pas capable de voir les retombées économiques de l'éducation parce qu'il ne voit pas assez long terme. Donc, il pense juste à l'élection dans 4 ans, machin, machin. Mais c'est pas comme ça que tu construis une société. Tu dois construire une société en pensant, comme il y a un dicton autochtone qui dit que tu dois penser à au moins 7 générations dans le futur. Donc, effectivement, puis tu dois prendre les leçons d'au moins 7 générations dans le passé. Tu peux pas ignorer la pandémie de 1918, tu peux pas ignorer la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup trop récent. Puis tu dois être capable de remonter jusqu'au débat, j'aurais tendance à dire les Lumières, mais sans faire un calcul exact, c'est peut-être un peu plus que 7 générations, mais tu vois l'idée, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, on est liés dans nos leçons du passé pour construire un futur. Et donc, nos choix doivent non seulement tirer les leçons du passé, mais considérer ce qu'on investit. Parce qu'on va tout, tu sais, comme, je sais pas moi, dans 200 ans, si tu veux parler de cyber-médecine ou whatever, mettons que dans 500 ans, là, on est tout assurément morts. Mais qu'est-ce qu'on veut laisser à l'humanité? C'est important de le comprendre. 500 ans, c'est quoi? C'est à peu près 20 générations, mais c'est quand même important de se dire, OK, si je me projette super loin dans l'avenir de l'humanité, qu'est-ce qui va arriver si on investit dans Bombardier versus si on investit dans une école primaire? Ben, ce qui va arriver dans une école primaire, c'est que tu vas créer un peuple de plus en plus intelligent. Tandis que Bombardier, tu vas créer des emplois. Ça, c'est juste pour les élections. C'est du bullshit de créer des emplois. La plupart des emplois qu'on crée coûtent plus à l'État que ce qu'ils ont comme retombée. Mais il y a l'illusion de la rentabilité qui est là. Pourtant, la rentabilité la plus puissante, c'est l'éducation. Tout part de là.